Bien, bonjour les initiés, et aujourd'hui, on se retrouve dans la bagnole. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça dans la bagnole. Dit comme ça paraît bizarre quand même. Pour parler de Mister Miracle, les petits gars. Mister Miracle, la mini-série, maxi-série, on ne sait pas trop finalement, puisqu'il y en a qui disent que maxi-série c'est à partir de 12 épisodes. Voilà, donc finalement c'est un peu entre les deux, hein. La série limitée, on va dire, de Tom King. C'est dessiné par Mitch Gerads et c'est sorti en 2018 aux États-Unis. Et forcément, on a eu droit à notre petite édition française chez Urban Comics. Collection DC Deluxe, les petits gars, 328 pages pour la modique somme de 28 balles et des bananes. Voilà. Alors, ne vous fiez pas à la pagination, parce qu'en réalité, c'est un récit qui se lit extrêmement vite, puisque l'essentiel de la narration repose sur le visuel en réalité, hein, plutôt que sur les dialogues ou sur le texte. Donc on en parcourt les pages extrêmement rapidement. Voilà, je vous montre quelques petits visuels. Alors déjà, moi, c'est vendeur, hein, un titre Mister Miracle, puisque je suis dans une période où lorsque je vais chez mon libraire, j'ai envie de ressortir avec autre chose que du Batman ou du Superman. Et donc forcément, quand il y a un auteur qui se donne les moyens de réaliser une série sur un personnage qui généralement est relégué au second plan dans l'univers DC Comics, moi, je suis preneur à 200%, surtout lorsqu'il s'agit de Mister Miracle, qui est un personnage qui intervient généralement de manière très secondaire, comme j'expliquais dans l'univers d'ici, puisque lorsqu'il apparaît, c'est parmi toute une flanquée d'autres personnages qui appartiennent au même contexte que lui, en fait. Contexte qui le dépasse un petit peu. Si tu veux, forcément, Néo Genesis, Apocalypse, ça implique énormément de personnages comme Orion, comme Darkseid, etc. etc. Et c'est vrai que Mister Miracle, à chaque fois qu'il apparaît, ben, il est toujours entouré par ces personnages. Il a un peu de peine à briller parmi tous ces persos. Et donc là, forcément, on ne peut que saluer l'initiative de Tom King de vouloir nous raconter quelque chose sur Scott Free. Vraiment, voilà. Et c'est du tout bon. On va en parler dans cette vidéo, c'est excellent, c'est une lecture qui m'a vraiment marqué et je tenais à tout prix à vous en parler. Je suis passé à côté quand même pas mal de temps puisque c'est sorti en 2019 pour ce qui est de l'édition française. Alors là, on est sur une réédition de 2021 si tu veux, mais à la base, le bouquin est sorti chez Urban en 2019 et je n'avais jamais fait attention à ce livre dans les rayons de mon libraire. Voilà, au moins c'est rattrapé. Je pense qu'il est nécessaire de faire un rapide topo concernant les origines du personnage en réalité, puisque évidemment j'ai 95% de connaisseurs dans mon public, mais il y a quand même deux ou trois personnes, j'imagine, qui commencent l'univers DC Comics, qui commencent l'univers des comics, et qui ne sont pas forcément familiarisés plus que ça avec le personnage de Mister Miracle, qui ignore peut-être même qui il est carrément, parce que comme j'expliquais, c'est pas forcément le personnage vers lequel tu vas en premier quand tu commences DC Comics, et c'est pas un personnage qui est surreprésenté, hein. Il a tendance à être pas vraiment exploité. Donc du coup, ben, je pense que même si ça peut paraître barbant pour les autres, il vaut mieux quand même restituer un petit peu le personnage pour les novices. Dans l'univers de DC Comics, vous avez deux planètes, hein, Néo Genesis d'un côté et puis Apocalypse de l'autre, hein. Voilà, c'est une allégorie du combat entre le bien et le mal, évidemment, avec une planète sur laquelle il fait bon vivre, où les hommes vivent heureux et égaux en droit, etc., etc. C'est tout ce bullshit, quoi. Planète sur laquelle la vie est prospère, qui est gouvernée par le High Father, le haut père, qui est un homme bon, voilà, et qui est une allégorie de Dieu, hein, très gros, il est surpuissant. Et de l'autre côté, ben forcément, on a Apocalypse. Celle-là, vous la connaissez, c'est la planète de Darkseid, le plus grand super vilain de l'univers DC Comics, hein. Il règne sur cette planète d'une main de fer, planète sur laquelle les hommes naissent dans des conditions abominables, ils vivent tels des esclaves dans des fosses ardentes, ou alors ils sont transformés en paradémons pour rejoindre les rangs de l'armée de Darkseid. Bref, c'est pas facile de vivre sur Apocalypse en fait. Si tu veux tout savoir, c'est un petit peu la merdasse, quoi. Et donc, bah forcément, il y a une guerre qui éclate entre ces deux civilisations, ces deux planètes complètement différentes, complètement opposées en tout point. Et cette guerre, elle est millénaire, cette guerre, elle est fratricide, cette guerre, elle est incroyablement meurtrière et elle dure depuis énormément de temps. Et un beau jour, on décide de mettre un terme à cette guerre. Des deux côtés, le High Father et Darkseid décident de mettre un terme à cette guerre qui leur coûte beaucoup trop en ressources et en pertes humaines. Et de ce fait, eh bien, pour symboliser la trêve, les deux dirigeants de chaque planète décident d'échanger leurs propres enfants. C'est-à-dire que le fils du haut-père sera recueilli par Darkseid sur Apocalypse et vivra tel un apocalypsien.
Et à l'inverse, le fils de Darkseid sera confié au père et vivra sur Neo Genesis. Alors t'imagines bien que dans l'histoire, il y en a un qui se fait quand même baiser la gueule dans l'échange, mais on dira pas lequel. Et du coup, donc, l'enfant de Darkseid qui va grandir sous la houlette du High Father en Neo Genesis, eh bien, il s'agit d'Orion, que vous connaissez probablement, puisqu'il apparaît généralement avec un casque sur la tronche et des petites ailettes, je crois, sur le casque, dans mes souvenirs. Orion, il a un scooter de l'espace, hein, si je dis pas de bêtises. Orion, voilà, il apparaît quand même assez fréquemment dans les récits DC Comics. On l'a vu dernièrement dans le run de Green Lantern Rebirth, on l'a vu à l'époque des New 52 chez Wonder Woman. Enfin voilà, c'est quand même un personnage qui est beaucoup plus récurrent, je trouve, que Mister Miracle, donc ça parlera peut-être aux gens qui ne connaissent pas pour le coup Mister Miracle. Orion, qui quand il enlève son casque, finalement, t'as juste envie de lui dire de le remettre parce qu'il est pas très joli, si tu veux. Déjà, il est rouquin, donc il part mal dans la vie. Et là, je t'ai baisé, tu peux rien dire parce que je suis rouquin. Donc là, quelque part, je t'ai bien baisé la gueule et c'est bien fait pour toi. Euh, donc déjà, il est rouquin et en plus de ça, il a une espèce d'arcade sourcilière vachement proéminente, vachement prononcée. Et il n'est pas Jojo, quoi. Tu comprends qu'au niveau de son ascendance, il n'y a rien de très catholique, quoi, si tu veux tout savoir. Mais au moins, il est du bon côté. C'est-à-dire que quand il grandit, quand il mûrit, il va quand même se battre du côté des gentils, généralement, Orion. Sauf ici. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est pas du tout manichéen. Bref, on en reparlera probablement dans cette vidéo. Mais on dresse un portrait d'Orion qui n'est pas forcément le portrait classique qu'on a l'habitude de voir dans les comics le concernant. Bref, pourquoi pas. Et donc, qui est l'enfant du High Father qui est confié à Darkseid? Eh bien, il s'agit d'un enfant qui n'a pas de nom lorsqu'il naît, voilà. Et en fait, on va l'affubler d'un sobriquet qui est Scott Free. Parce que, apparemment, ça vient d'une expression anglaise que je ne maîtrise pas du tout, en rapport avec l'escapologie. Et c'est pour cette raison que Mamie Bonheur affuble ce gamin, ce bébé, du nom de Scott Free, qui deviendra pour le coup sa vraie identité. Alors, Mamie Bonheur, qui est cette femme qui a un nom de yaourt aux fruits? Mamie Bonheur, c'est la générale de Darkseid qui forme des femmes dès leur plus jeune âge à devenir des espèces d'Amazones des ténèbres, des espèces de guerrières assoiffées de sang, sans pitié, redoutables, surentraînées. C'est la garde rapprochée de Darkseid, c'est l'élite de la garde de Darkseid, et elles s'appellent les Furies, ces femmes. Voilà. Les Folles Furieuses, si on dit en VF, hein, pour le coup, pour les plus anciens, les Folles Furieuses. Et leur plus, comment dire, redoutable combattante, c'est Big Barda. Il y a aussi Kravachina, mes souvenirs. Mais voilà, elles sont plusieurs. Et donc, ce sont les Folles Furieuses qui sont formées à la dure, vraiment dans des conditions épouvantables, par Mamie Bonheur, pour en faire des guerrières redoutables, quoi. Et donc, ben, Scott Free va être entraîné également, va être recueilli par Mamie Bonheur sur Apocalypse. Planète de laquelle il va essayer de s'évader à maintes reprises, puisque forcément, il se rend compte qu'il s'est fait baiser dans l'échange, donc du coup, il n'a pas envie de vivre dans cet enfer, quoi. Donc, il a envie de se barrer, si tu veux, et à chaque fois, il va échouer. Mais petit à petit, ça va lui apprendre des techniques d'évasion et il va développer un réel talent pour l'escapologie. C'est-à-dire que ça va devenir un maître de l'évasion. Chez DC Comics, c'est clairement le référent en termes d'évasion. Quand tu as envie de construire une super prison capable de retenir n'importe quel super vilain, tu fais appel à lui pour les plans. Voilà. Le mec, tu peux pas le baiser en fait. Et donc un jour, eh ben, il va réussir à s'évader d'Apocalypse. Et il va emmener avec lui Big Barda, qui est tombée éperdument amoureuse de lui. Et ils vont se réfugier tous les deux sur la planète Terre, qui est une planète neutre, puisque bah, t'imagines bien que sur Neo Genesis, c'est compliqué, quoi, étant donné que lui, il a été abandonné bébé par son père de Neo Genesis, et que Big Barda, elle a été élevée dans la haine de Neo Genesis. Donc forcément, ils n'allaient pas sonner à la porte du High Favor. Salut, c'est nous que voilà. On a amené une bouteille de vin pour le dîner, quoi. Ça allait être compliqué. Donc du coup, ils décident d'aller sur la planète Terre, où ils vont vivre tel un couple, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Comme vous et moi. Enfin, on n'est pas en couple, t'imagines bien. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont vivre comme des terriens. Ils vont avoir un appartement, elle va faire je sais plus quoi comme boulot, lui il va arrondir ses fins de mois grâce à des représentations d'escapologie, voilà, je sais plus comment on appelle ça en français, en anglais c'est escapiste, hein, c'est un escapiste, voilà, c'est un expert de ça, et donc il va donner des représentations à la télé ou sur scène ou dans des spectacles ou dans des cirques concernant eh ben, l'évasion, hein, c'est-à-dire le genre de situation extrême où le mec est menotté, on le plonge dans un aquarium avec des piranhas et puis il doit s'évader avant de se faire bouffer, quoi, ou avant de crever asphyxié. Voilà. C'est comme ça qu'il arrondit ses fins de mois. Je pense que j'ai fait le tour concernant l'origine du personnage, hein, Scott Free, Mister Miracle. Voilà, donc forcément, il va opérer en tant que super-héros avec ce costume. Et c'est généralement sous cette forme que vous allez le retrouver dans les comics d'ici. Le récit s'ouvre sur
tout ce que je viens de vous expliquer, en beaucoup plus talentueux du coup, parce que ça prend beaucoup moins de temps que moi je n'ai pris pour le faire. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Il y a un dessin très cartoony avec beaucoup de couleurs. C'est très, t'as l'impression que c'est joyeux alors qu'en fait ça relate tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est quand même assez dramatique pour le personnage qui vit ces événements, à savoir Scott Free. Son origin story est quand même pas des plus sans sas quoi. Et donc voilà, tout ça vous est résumé parfaitement. Et, euh, et comme ça permet de mettre tous les lecteurs sur un pied d'égalité avant d'entamer le dur du récit. C'est-à-dire que même quand vous ne connaissez pas le personnage, et bon, au moins tout est résumé ici, dans cette petite introduction où tout est extrêmement limpide, lisible, et on ne s'encombre pas avec trop de texte ou trop de blabla qui ne servira à rien. Ça va extrêmement vite. C'est d'ailleurs à l'image de tout ce qui va suivre, finalement. Et le récit en lui-même, eh bien, il s'ouvre sur, bam, cette double page qui nous représente une scène relativement dramatique puisque l'on y voit Scott Free gisant sur le carrelage glacial de la salle de bain de l'appartement qu'il partage avec Big Barda dans sa tenue de représentation et donc il semble s'être ouvert les veines. Voilà, il a voulu mettre fin à ses jours, il a tenté de s'évader une dernière fois. De qui ou de quoi? Ça, je vous laisserai le découvrir dans ces pages. C'est là tout l'intérêt finalement du récit. Je ne vais pas spoiler évidemment. Alors, tout de suite, donc, sitôt cette double page passée, on arrive sur une construction qui va se répéter de page en page, à savoir ce fameux gaufrier, en 3 par 3 pour le coup, ce qui change de l'introduction, et c'est une construction qui va se répéter jusqu'à la fin du livre. Voilà. Alors ça peut paraître extrêmement classique et extrêmement redondant, mais en réalité il n'en est rien, puisque Mitch Gerads va quand même s'amuser, malgré cette construction qui se répète, à multiplier voilà, typiquement, multiplier les situations. Là, par exemple, on a une pleine page représentée en gaufrier, et c'est pas la seule. On aura un peu plus loin toujours ce gaufrier en 3 par 3, mais des cases qui vont être de plus en plus petites, comme pour définir le temps qui passe. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Donc vraiment, au niveau visuel, on ne se lasse pas une seule seconde en réalité. Ça a beau paraître extrêmement classique, extrêmement ordonné, ça a beau paraître insipide, j'ai même envie de dire, à première vue, en réalité, il n'en est rien, ne vous en faites pas pour ça. Vous allez voir que le dessinateur va ruser pour à chaque fois proposer du neuf dans sa mise en page. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Déjà, en premier lieu, ça essaie de faire la lumière sur le pourquoi du comment. Pourquoi Scott Free a-t-il tenté de mettre fin à ses jours? Alors, il a été sauvé, c'est-à-dire que Big Barda, elle est tombée sur son corps, et forcément, elle l'a emmené aux urgences, et les médecins urgentistes ont réussi à sauver Scott Free. Donc forcément, après, il va devoir remonter la pente, lutter contre cette profonde phase de dépression qu'il traverse. Il va être épaulé pour ça par sa compagne, Big Barda, son amour de toujours. Et c'est un couple extrêmement touchant dans la manière dont il est représenté, parce qu'ici, on a vraiment un couple qui est amoché, mais avec toujours une tentative de... Il y a toujours un petit peu d'optimisme et de positivité, en fait, si tu veux, et c'est ça qui est assez touchant, en fait, dans cette histoire. Big Barda, ici, elle fait preuve d'une abnégation incroyable pour essayer de sortir son compagnon de sa torpeur, en fait, pour essayer de le faire aller de l'avant. Et ça, c'est un témoignage très touchant de à quel point la jante féminine peut se mettre au service de l'homme qu'elle aime, en fait, tu vois. C'est incroyable, c'est vraiment quelque chose qui me parle, moi. Et tu vois, cette Big Barda qui s'échine à sortir de la merde son mari, en fait, en très gros, voilà. Le couple va être traité de manière extrêmement réaliste. On est sur du 100% pur jus Tom King. Voilà. C'est-à-dire que Tom King, moi, c'est pas forcément un lecteur dont je disais du bien avant cela sur la chaîne, parce que j'ai pas du tout été convaincu par son Batman Rebirth, et j'ai pas non plus été convaincu par son Superman Up in the Sky. Tom King, c'est quelqu'un qui a tendance à désacraliser les super-héros, à désiconiser l'iconique. C'est quelqu'un qui a tendance à traiter les super personnages qui lui passent entre les mains de manière extrêmement réaliste. Voilà. C'est-à-dire qu'il y va à fond les ballons. Et pour moi, ça peut marcher, mais quand c'est fait avec parcimonie, et ça dépend des personnages pour lesquels c'est fait. Par exemple, quand il rend Bruce Wayne réaliste au point de lui faire un briefing à ses Robins au McDo du coin, là j'ai du mal. Parce que typiquement, Batman, pour moi, c'est le personnage qui ne doit pas être désacralisé, qui ne doit pas être démystifié. C'est paradoxal parce que c'est quand même un des seuls super-héros humains.
mais il est tellement cheaté le mec que quand tu commences à m'expliquer que finalement il respire comme moi et qu'il vit comme moi, j'ai du mal à le croire. Tu vois, voilà. Donc Bruce Wayne au McDo, non, j'ai pas envie de voir ça. Très clairement, j'ai pas envie de voir ça. Il y a des personnages qui perdent à être démystifiés, à être désacralisés. Par contre, là on parle de Mister Miracle. Et rien que le fait d'aller chercher un personnage dont finalement tous les auteurs se branlent pour le rendre comme moi, ce personnage, pour faire en sorte que je m'y attache parce que finalement, bah, il est exactement comme moi, sous plusieurs aspects, et ben là, je dis oui. Là, ça marche. Ça marche parce que de toute manière, cet effort-là, personne d'autre ne l'aurait fait. Donc, autant y aller. Alors, on parle très souvent d'iconisation sur la chaîne, vous le savez. Et là, je suis en train de vous dire que bah, Tom King, il désacralise énormément les personnages qui lui passent entre les mains. Et ben, pour le coup, c'est pas totalement le cas dans Mister Miracle. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Il sait aussi rendre honneur aux personnages qu'il traite. Euh, Et ici, à aucun moment, il n'occulte réellement le fait que Mister Miracle est un super-héros doué de capacités extraordinaires. Et d'ailleurs, il va lui délivrer tout un chapitre, le chapitre 6, consacré à ses talents, à son art, celui de l'évasion, celui de l'escapologie. Et donc, tu te retrouves avec Big Barda et Scott Free, si tu veux, qui sont retenus prisonniers quelque part, je ne vous spoilerai pas où et pourquoi. Et ils vont devoir donc s'évader. Donc ils vont forcément traverser toute une série de salles piégées, de couloirs de la mort avec des rayons laser. Il va y avoir des gardes sur leur route qu'il va falloir mettre hors d'état de mire. Ils vont traverser les eaux troubles d'un aquarium géant rempli de poissons carnivores et de créatures marines, carnassières. Voilà. Et cette séquence, elle est vraiment haletante. Déjà dans la manière dont elle est rythmée par une fois de plus ce 3x3. C'est-à-dire que par exemple, quand tu regardes ici, tu as un plan à la verticale de la scène de combat, façon jeu vidéo en fait, si tu veux, tu vois. Hop. Je vous montre quelques visuels. Donc on va multiplier vraiment les situations extrêmes. Mais Big Barda et Scott Free vont traverser ces situations extrêmes avec un tel relâchement que tu vas très vite comprendre qu'en réalité pour eux il s'agit rien de plus, rien de moins que d'un travail. C'est-à-dire qu'en fait pour eux c'est aussi simple que quand toi tu prends ta bagnole pour aller au boulot, quoi. Voilà. Et quand tu fais ça, pour moi, tu iconises le personnage. Quand tu le mets dans une situation extraordinaire, mais que tu en fais quelque chose d'ordinaire pour lui, tu iconises le personnage. C'est pas juste des contre-plongées avec le soleil couchant derrière l'iconisation. Hein, ça fonctionne pas que comme ça, les petits gars. Voilà, ça c'est pour moi une belle preuve d'amour pour le personnage de Mister Miracle. Et j'aime beaucoup cette double page où tu vois le couple pris au piège dans une salle piégée. Forcément, s'ils sont pris au piège, c'est dans une salle piégée. Mais ce que je veux dire, c'est que les murs se referment en fait, et de chaque côté, et le plafond donc s'abaisse. Et donc forcément, il faut se dépêcher de sortir. Ça, c'est Fort Boyard, mais tu meurs à la fin. Tu vois, c'est pas tu restes enfermé et t'as un nain qui vient te chercher pour te mettre en prison si tu veux. Là, tu meurs écrabouillé, quoi. Si tu te donnes mal le cul. Et du coup, t'as Scott Free qui s'échine à essayer de trouver le code pour sortir de la pièce. Pendant ce temps-là, Big Barda qui, elle, s'efforce de retenir le plafond qui est en train de les écraser petit à petit. Et puis, à ce moment-là, ils sont en train de parler de la manière dont ils vont refaire leur appartement. La couleur des murs, on va peut-être agrandir, finalement la salle de bain. La cuisine, elle est beaucoup trop grande pour ce qu'on en fait. Je fais que des gâteaux Alsace, si tu veux, voilà, juste une boîte dans un placard, j'ai pas besoin de m'emmerder avec des saladiers. Donc on va peut-être finalement la cuisine la rétrécir, quoi, au profit du salon. Et il te parle de ça pendant cette situation. Et c'est ça que je trouve génial. Donc ouais, c'est quand même beaucoup humoristique aussi, hein, c'est Tom King, quoi. Et j'aime beaucoup aussi la construction de ces deux planches, puisque eh ben, à mesure que tu avances, les cases se rétrécissent. Voilà. Comme le sable dans un sablier qui s'écoule en fait. Donc ça c'est vraiment excellent. Alors là je vais devoir rentrer dans la partie spoiler les petits gars, parce que sinon je pourrais jamais terminer cette vidéo. Bref, pour ceux qui n'ont pas lu Mister Miracle et qui seraient encore là, eh bien attention les petits gars, parce que là je vais spoiler plein pot. Donc éventuellement, j'allais dire je vous donne rendez-vous à tel timecode, mais en fait non, vous emmerdez pas. On va terminer la vidéo non spoil ici. Mister Miracle, très honnêtement, je vous le conseille. C'est vraiment une lecture qui m'a touché sur énormément d'aspects en réalité. La manière de parler du personnage qu'elle met en avant, voilà, en l'humanisant d'un côté, mais sans oublier évidemment tout le contexte super-héroïque qui est autour de ce personnage et en sachant lui rendre honneur également.
Donc ça, c'est pour moi, c'est la balance est parfaitement équilibrée à ce niveau-là. Voilà, ça parle de personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les récits d'ici, hein, Scott Free, Big Barda, qui sont les 2 personnages principaux ici. Tu imagines bien que ça fait plaisir quand même d'en apprendre plus sur eux. Il y a pas mal de petites anecdotes également. Alors je ne sais pas si c'est des anecdotes que, Tom King tire du 4e monde de Jack Kirby, que je n'ai toujours pas lu, jetez-moi des pierres. Pas trop grosses s'il vous plaît. Mais en tout cas, voilà, on apprend pas mal de choses, tu vois? On apprend d'où vient le surnom de Scott Free, enfin le surnom Scott Free par exemple, donc ça c'est plutôt cool. Et alors ça, je peux pas vous le montrer malheureusement parce qu'on est encore dans la partie non spoil. Voilà, c'est une histoire qui m'a touché de par plusieurs petites anecdotes de vie qu'on a tous traversées ou qu'on traversera tous un jour, ce qui permet de rendre les personnages une fois de plus très proches du lecteur. Et en cela, je vous recommande cette histoire. Voilà, c'est merveilleux sous plein d'aspects. Et puis, il y a pas mal de portes que laisse entrouvertes Tom King sans jamais complètement les ouvrir ou les refermer. Donc du coup, ça laisse aussi libre cours à ta propre interprétation de ce que tu lis sous certains aspects. Une fois de plus, c'est compliqué de rentrer trop en détail dans cette partie non spoil. Mais voilà, Mister Miracle, très sincèrement, si vous voulez vous offrir une parenthèse agréable dans l'univers DC Comics, entre 2 récits d'Harley Quinn et un récit de Batman, eh bien, procurez-vous ce bouquin sans attendre. Ça vaut largement les 28 balles que vous allez investir. Maintenant, on rentre dans la partie non spoil. Salut les autres, hein, ciao, bon week-end. Euh, on rentre dans la partie spoil, je veux dire. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos comme ça, moi, putain. Mister Miracle et Scott Free Et Big Barda, connard. l'enfant, vont avoir un bébé. Et c'est ce qu'elle était en train d'expliquer au moment où les murs se refermaient sur eux. Elle était en train de faire comprendre implicitement au lecteur et à son mari que, enfin je sais pas si son mari, mais on s'en fout, et à son conjoint, que qu'en fait elle était enceinte. Et ça c'est excellent quoi. Ça c'est excellent. Et il y a une séquence d'accouchement qui va arriver. Et tu sens le vécu. À partir de là, tu sens clairement le vécu dans la relation parent-bébé qui va y avoir, qui va s'installer au fur et à mesure des pages en fait. Tu vois clairement le vécu parce que ce ne sont que des anecdotes du réel que je vis. Moi, vous savez que je suis papa d'un gamin qui a 2 ans et il y a le prochain qui arrive au mois de janvier, hein. Et ce sont des choses que j'ai vécues ou que je suis en train de vivre, voilà, pleinement, que chaque père de famille vit. Et c'est en cela aussi que j'ai adoré cette histoire. Ça m'a rappelé pas mal de choses. Ça m'a donné du baume au cœur aussi. Vraiment, il y a pas mal de trucs qui m'ont un petit peu redonné le moral parce que c'est pas évident d'être papa tous les jours, hein. Et il y a des petites choses ici et là qui te redonnent le sourire, qui te redonnent la pêche en fait. Et ça, c'est une bonne lecture pour moi quand tu en ressors plus positif que quand tu l'as commencé en fait. Tu vois. La séquence d'accouchement, elle est excellente. Elle est excellente. Voilà. Je vais pas trop vous la montrer parce qu'on est dans le spoil, mais il faut quand même pas non plus déconner. Euh, vous imaginez bien que le gamin qui va sortir, c'est quand même le petit-fils d'un néodieu, quoi. Voilà. Donc à partir de là, forcément, la séquence d'accouchement, elle va pas être tout à fait classique. Et c'est une fois de plus ce parfait équilibre entre l'ultra-réalisme et puis le fantastique d'un côté. On a énormément de ce genre de double page dont je raffole, puisque là, ça illustre parfaitement ce que je viens d'expliquer. Toujours le juste équilibre entre l'ultra-réalisme et le fantastique. Dimanche après-midi au parc à 15h, tu vois, voilà, t'es avec le gamin, la poussette, il fait beau, les lunettes de soleil, le petit t-shirt Nightwing qui sent la conspiration, on est bien. Et puis le réveil qui sonne le lundi matin pour retourner au boulot. Et le boulot, c'est les champs de bataille d'Apocalypse. Parce que tu imagines bien que la guerre entre Apocalypse et Néo-Genesis a repris. Voilà, le truc, c'est Israël-Palestine, si tu veux, ça, la hache de guerre, elle n'est pas restée enterrée éternellement, hein. Donc forcément, ça finit par péter de nouveau. Et donc, ben voilà, le lundi matin, on repart au boulot, on se met en tenue de combat et puis on va décapiter les mecs, quoi, tu vois. Le mec vautré dans son canapé avec la beubare naissante, le t-shirt flash, c'est tout moi. Voilà, Big Barda qui s'échine à essayer de faire dormir le môme, mais c'est compliqué. Donc elle revient dans le salon, elle est exténuée la pauvre. Big Barda est exténuée, c'est-à-dire que la meuf elle est habituée à décapiter des mecs sur un champ de bataille. Elle a été élevée pour ça en fait. Et là, son gamin la met en PLS. Comme aucun ennemi ne l'a jamais mis en PLS dans l'univers DC Comics, quoi. Elle est exténuée la pauvre. Elle arrive sur le canapé où Scott Free est tendu comme une merde, quoi. Et là elle dit putain, on aurait peut-être mieux fait de pas le faire dormir cet après-midi, quoi. Parce qu'au moins ça l'aurait exténué. Et le gamin, il se serait couché beaucoup plus facilement. Erreur fatale. Erreur fatale qu'ont commis tous les parents. Ne jamais sacrifier la sieste de l'après-midi. Parce que ouais, ton gamin, tu penses qu'il va être plus fatigué le soir et qu'il va s'endormir à 21h. Erreur fatale.
Le gamin, si tu le prives de sa sieste de l'après-midi, il va te mettre la misère comme il a jamais mis à personne et comme il mettra probablement jamais à personne dans toute sa putain de vie. Un gamin qui ne dort pas l'après-midi, il est infect. Il est horrible. C'est la pire des choses qui peut t'arriver. Et c'est exactement le sujet du mini débat entre Scott Free et Big Barda. Et Big Barda qui pète un câble, j'adore cette case où elle pète un câble et elle donne un gros coup de poing dans le poster de Mister Miracle au-dessus de la tronche de son mari. Je vous disais que ça me redonnait du baume au cœur, parce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote, que au niveau des repas avec mon gamin, c'est compliqué, par exemple. Tu vois, c'est extrêmement compliqué. Le gamin, il bouffe que des knackis. Voilà. On n'arrive rien à lui faire bouffer d'autre, il rejette tout. C'est la merde, quoi. Et donc, forcément, on s'inquiète pour sa santé. Bon, pour l'instant, tout va très bien, hein. Mais le fait de le voir bouffer que des knackis, exclusivement que de ça, c'est-à-dire que le môme se nourrit de 100% de porc, nous, ça nous inquiète un petit peu. Et, et là, Tom King, il y va de sa petite expérience personnelle, j'imagine. Voilà, pour finalement t'expliquer que bah, t'es pas le seul dans ce cas-là. Et là, t'as Scott Free qui a pas envie de se battre. L'heure du dîner arrive, il a pas envie de se battre avec son môme pour lui faire avaler quoi que ce soit, donc il va lui acheter des knackis. Qui découpe en tout petits morceaux. Voilà. Parce qu'il faut pas jamais couper les knackis en rondelles pour les gamins, sinon ils peuvent s'étouffer. Enfin, je t'apprends peut-être un truc, mais voilà, tu le sauras. Jamais couper les knackis en rondelles. Voilà, toujours les recouper en deux encore. Et donc là, c'est ce qu'il fait. Voilà, il les coupe en rondelles pour le coup. Mauvais père. Là, il les a coupés en rondelles. Donc là, c'est pas bien. Voilà, le gamin peut s'étouffer. Bon, t'imagines que c'est un néo-dieu, le gamin. Donc je pense pas qu'il s'étouffe avec des knackis. Ça la foutrait mal. Je suis désolé, je dis n'importe quoi. Je vous expliquais en début de vidéo, et d'ailleurs, on va conclure là-dessus, que l'essentiel de la narration reposait sur le visuel, sur les dessins. C'est-à-dire que c'est pas une histoire que tu peux raconter à quelqu'un qui n'aurait pas le livre entre les mains, parce que forcément il passerait à côté d'énormément de choses, d'énormément de détails, plus ou moins insignifiants. On a typiquement ici une double page qui témoigne de ce fait. On est en pleine négociation de paix entre Apocalypse et Néo-Genesis, donc on a tous les généraux qui sont là réunis autour d'une table pour parlementer. Et puis tu as Scott Free qui est pris d'une grosse envie de pisser, si tu veux. Donc t'imagines bien que trouver tout seul les shots sur Apocalypse, c'est compliqué, il n'y a pas forcément de panneau indicateur. Donc du coup, il demande de l'aide à Kanto. Kanto, c'est le maître d'armes, vous savez. T'as l'impression qu'il est tout droit sorti d'un tableau de la Renaissance italienne, quoi. Kanto, c'est le maître d'armes de Darkseid, un de ses alliés, un de ses bras droits. Donc forcément, il va l'accompagner aux toilettes dans les shots de Darkseid. Alors les shots de Darkseid, c'est un gros trou. C'est un précipice circulaire ici immense. Et donc, bah, les deux hommes vont sortir leurs attributs pour pisser un coup, quoi. Et comme tout bon mâle qui se respecte, que fait Scott Free quand il sort son engin pour pisser? Bah, il lâche un gros molar au fond de la cuvette des chiottes, quoi. Et donc là, le dessinateur Mitch Gerads s'amuse à suivre le molar qui tombe, jusqu'à ce qu'il atterrisse sur le crâne d'un prisonnier qui est probablement mort à l'heure qu'il est. Et ça, c'est typiquement le genre de choses que bah, si tu n'as pas le bouquin entre les mains, tu ne peux pas comprendre. Voilà. Tu ne peux pas comprendre qu'ils étaient au-dessus d'une cellule dans laquelle reposaient des néo-généisiens. Voilà. Et puis d'ailleurs, à ce moment-là, Kanto raconte une anecdote concernant la Renaissance italienne et plus précisément Léonard de Vinci à Scott Free. Alors on ne sait pas vraiment si c'est une vraie anecdote ou pas, ou si c'est Tom King qui l'a inventé toute pièce, mais quoi qu'il arrive, c'est voilà, un petit bonbon, c'est quelque chose de croustillant, d'assez sympathique à apprendre, voilà, et même si c'est pas vrai, ben, au moins ça avait le coup d'être assez sympathique, assez original. Bref, je pense que j'ai fait le tour, je voudrais pas non plus rentrer trop dans le gros spoil, bien que ça a déjà été fait dans cette vidéo, mais voilà, lisez Mister Miracle, les petits gars, parce que c'est du tout bon. Il y a peut-être un truc qui m'a quand même gêné, je dois l'avouer. Et ça, c'est pas vraiment du spoil. C'est toujours un petit défaut propre à l'écriture de Tom King. C'est Darkseid qui trempe sa carotte dans la crème fraîche. Là. Tu sais, on a les petits plateaux de crudité végan. Là. Voilà. Tu sais, à l'apéro, toi, généralement, tu tapes dans le paquet de Chipster de Belin. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par Chipster de Belin. Et tu as toujours un gars qui ramène une assiette en plastoc avec des carottes, des radis, des machins, avec de la crème au milieu et tout le monde trempe son machin.
sauf moi, parce que je vois pas l'intérêt de bouffer des légumes à l'apéro. Des légumes crus qui plus est, super quoi. Et donc voilà, le plateau végan d'apéro quoi. Et là, t'as Darkseid qui trempe sa petite carotte dans la crème fraîche quoi. J'ai envie de te dire, franchement, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça? Justement, autant je trouvais que jusque-là c'était vachement bien équilibré, comme j'ai répété en long, en large, en travers dans cette vidéo. Mais là, le coup de Darkseid qui fait de même, là c'est too much par contre. Tu vois, là, c'est vraiment un petit défaut que j'ai relevé. Voilà. Il y a un autre petit défaut dans la narration pour le coup, qui est faite en partie à chaque début et à chaque fin de chapitre par, je crois que c'est le manager de Mister Miracle. Et c'est vachement cryptique la manière dont il parle. C'est assez étrange, ça dure jamais bien longtemps, c'est juste la page d'introduction et puis la page de fin, la dernière page du chapitre. Donc tu as toujours ce narrateur qui revient et la façon dont c'est narré, ben j'ai pas accroché vraiment, ça sert pas à grand chose je trouve et c'est dommage. Heureusement c'est juste sur les premières et dernières pages de chaque chapitre. Mais voilà, ça c'est un truc qui m'a un petit peu décontenancé on va dire. Mais c'est juste un détail. Hein, voilà. Ah, quand je vous expliquais, alors est-ce que je vais la retrouver du coup? Parce que là je l'ai passé. Voilà. Que Mitch Gerads s'amuse vraiment avec la mise en page. Hein. Ici on a quasiment. Alors c'est pas vraiment une pleine page quand on regarde bien, mais voilà. On comprend l'idée. Oui, parce que évidemment c'est vachement sensuel. Voilà. C'est un argument de vente aussi, hein, quelque part, Big Barda à poil dans un bouquin ou pas? Alors, ça dépend de quel côté tu places ta sexualité, quoi. Mais voilà. Il y a pas mal aussi de petites vignettes, de petites cases qui se répètent. Là, on imagine que, alors, à la fois, c'est un procédé narratif pour suspendre le temps, voilà, pour t'expliquer que l'action dure assez longtemps, qu'il ne se passe pas grand-chose, ou alors pour laisser planer le suspense. Mais on sait aussi, enfin, tu comprends aussi que ça permet au dessinateur de respirer un petit peu, quoi. Tu as une case qui va lui faire l'intégralité de la page, tant mieux pour lui, quoi. Voilà. Et puis on retrouve quelque chose également, c'est cet effet un petit peu vieille télé cathodique. Enfin, la télé cathodique qui n'a pas été allumée depuis 1975, quoi, tu vois. On retrouve souvent ce procédé visuel assez étrange qui a son explication dans l'œuvre. Et là, pour le coup, je ne vais pas spoiler. Mais en très gros, il y a une explication à ce procédé. Ah, ça fait même vieille VHS, la vieille bande d'une VHS qui a trop été regardée en fait. Où les couleurs sont complètement passées. T'entends presque le son qui déraille, tu sais, la voix qui devient hyper lente. Enfin voilà. Mais c'est bourré de petites trouvailles comme ça visuelles et ça permet à chaque fois eh bien, de rafraîchir un petit peu le récit quoi, en proposant quelque chose de nouveau. Bref, je vais pas m'étendre davantage les petits points, je pense que là j'ai balayé dans les coins, c'est bon. Hein. Mister Miracle, vraiment, je le conseille, ça permet de s'offrir une parenthèse originale dans l'univers DC Comics sur un personnage qui, en tout cas en VF, ben, n'a pas vraiment grand chose à proposer, à part le quatrième monde que je n'ai pas lu. Rejetez-moi les cailloux. Et voilà, donc je voulais en parler parce que c'est vraiment une lecture qui m'a comblé. Ciao les amis.